Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Voici qu'il est 6 heures, ma chère enfant, le moment où vous m'avez dit de venir. Voulez-vous que je vous apporte le déjeuner ? Ma belle soupira profondément, puis elle se redressa d'un mouvement rapide et se prépara à sortir du lit. 6h30 sonnaient à la petite pendule de la cheminée lorsque ma belle acheva d'écrire. Elle recueillit les feuillets qu'elle venait de remplir de sa large écriture, s'adossa dans son commode fauteuil et relut sa lettre. Maison de repos numéro 3, Manchester. Mon chéri, mon envie m'est revenue, et cette fois, avec tant de force qu'il m'est vraiment impossible de résister plus longtemps, si bien que je vais être obligée de m'en aller par la seule voie qui me reste ouverte. J'ai eu d'ailleurs un séjour très calme et heureux dans cette maison. Tout le monde a été pour moi d'une bonté infinie. L'entête de ce papier, naturellement, t'aura fait comprendre aussitôt de quelle maison il s'agit. Mon chéri, tu m'as toujours été cher par-dessus tout, et tu me l'es encore, en ce moment même. Mais assurément, je ne me trompe pas en sentant que je n'ai plus la force pour continuer à vivre. D'abord, quand tout cela a commencé, je me suis attendue à ce que ce serait tout autre. Et tu sais combien j'ai été heureuse et pleine d'enthousiasme. À présent, je reconnais que ce qui arrive est logique et juste, et que la paix du monde doit avoir ses lois et a le droit de se défendre par tous les moyens. Mais mon chéri, il se trouve qu'une telle paix n'est pas celle dont j'aurais besoin. Au fond, je crois que mon malheur vient seulement de ce que je suis en vie. Et puis, voici une autre difficulté. Je sais combien profondément tu es d'accord avec ce nouvel état des choses, et il est naturel que tu le sois, étant infiniment plus fort et plus raisonnable et meilleur que moi. Mais si tu as une femme, il faut qu'elle pense et sente comme toi, et moi, mon chéri, je ne suis plus avec toi, au fond de mon cœur, tout en voyant bien que c'est toi qui as raison. Tu me comprends bien, n'est-ce pas, mon amour ? Et si nous avions eu un enfant, c'eût été autre chose peut-être. J'aurais peut-être réussi à continuer de vivre pour l'enfant. Mais cela même me paraît bien impossible. Oh Olivier, mon chéri, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je sais que j'ai tort et que tu as raison. Mais voilà, je ne peux pas me changer. Et ainsi, je suis tout à fait sûre qu'il faut que je m'en aille. Et puis il y a ceci, que je désire que tu saches, c'est que je n'ai pas peur. Pas du tout peur. Je ne puis pas comprendre comment quelqu'un pourrait avoir peur, à moins, bien entendu, d'être un chrétien. Oh, si j'étais chrétienne, il me semble que j'aurais une peur affreuse. Mais nous deux, n'est-ce pas ? Nous savons à coup sûr qu'il n'y a rien au-delà de la mort. C'est de la vie que j'ai peur, seulement de la vie. Après cela, s'il y avait à souffrir, naturellement, j'aurais tout de même un peu peur. Mais tout le monde me garantit qu'il n'y a absolument pas l'ombre d'une souffrance, et que c'est simplement comme si l'on s'endormait. Les nerfs périssent avant le cerveau, si bien que je vais faire la chose moi-même, sans personne d'autre dans la chambre. Dans quelques minutes, ma garde, la sœur Jeanne, avec qui je me suis liée très affectueusement, va m'apporter l'appareil, et puis elle me laissera. Pour ce qui est des suites, tu feras exactement comme il te plaira. La crémation aura lieu demain à midi. Tu pourras y venir si tu veux. Ou bien tu n'auras qu'à téléphoner et l'on t'enverra l'urne. Tu as désiré avoir l'une de ta mère dans notre jardin. Peut-être seras-tu heureux aussi d'avoir la mienne. Et quant à tout ce qui m'appartient, il va sans dire que je te le laisse. Et maintenant, mon chéri, il y a encore ceci que je veux te dire. C'est que je regrette beaucoup, vraiment, d'avoir été si fatigante pour toi et si sotte. Au fond, vois-tu, je crois que j'ai toujours été convaincue dès le début de la justesse de tes arguments, mais toujours, il y avait quelque chose en moi qui me forçait à ne pas vouloir me laisser convaincre. Comprends-tu maintenant pourquoi je t'ai si souvent agacée ? Olivier, mon chéri, tu as été extraordinairement bon pour moi. Oui, c'est vrai que je pleure, mais en réalité je suis très heureuse. Je regrette seulement d'avoir été obligée de te causer tant d'inquiétude durant cette semaine dernière, mais il l'a fallu.
Je savais que si tu m'avais découverte, tu m'aurais persuadée de renoncer à mon projet. Et puis le jour suivant, j'aurais trouvé un autre moyen bien pire pour moi comme pour toi. Je regrette infiniment d'avoir fait un mensonge aussi. Je te le jure, c'est le premier que je t'ai fait jamais. Eh bien, il me semble que je n'ai plus autre chose à te dire. Olivier, mon chéri, mon trésor, aimé, adieu. Je t'envoie mon amour avec tout mon cœur. Ma belle. Elle resta immobile, sa lecture finie, et toujours encore ses yeux étaient mouillés de larmes. Et cependant, tout cela était parfaitement vrai. Elle était bien plus heureuse qu'elle aurait pu l'être si elle avait eu la perspective de rentrer chez elle. Sa vie lui semblait entièrement dévastée, et toute sa petite âme aspirait à la mort, comme un corps épuisé aspire au sommeil. Elle écrivit l'adresse d'une main parfaitement ferme, posa la lettre sur la table et s'adossa de nouveau dans le fauteuil, en face de son déjeuner intact. Puis, tout à coup, le souvenir lui revint de sa conversation avec M. Francis, et par une étrange association d'idées, voici qu'elle revit la chute de l'aérien à Brighton, les actes du jeune prêtre aux cheveux blancs et les boîtes d'euthanasie. Lorsque la sœur Jeanne entra, quelques minutes après, elle fut étonnée de ce qu'elle vit. Ma belle était appuyée contre la fenêtre, les yeux fixés sur le ciel, dans une attitude d'horreur indicible. La sœur Jeanne traversa vivement la chambre après avoir... La sœur Jeanne traversa vivement la chambre après avoir déposé quelque chose sur la table et mit sa main sur l'épaule de la jeune femme. « Ma chère enfant, qu'est-ce que c'est ?» Elle entendit un long souffle sanglotant, puis ma belle se retourna, l'étreignit d'une main tremblante et de l'autre main lui désigna un endroit du ciel. « Là !» dit-elle. « Là, regardez !»« Eh bien, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne vois rien. Il fait un peu sombre. »« Sombre !» s'écria ma belle. « Vous appelez cela sombre, mais c'est noir, tout noir !» La garde l'attira doucement en arrière vers le fauteuil. Elle reconnaissait une crise de frayeur nerveuse, phénomène assez habituel dans ces moments de l'effort suprême. Mais ma belle s'arracha de son étreinte et se retourna vers la fenêtre. « Vous appelez cela un peu sombre ?» dit-elle. « Mais sœur Jeanne, regardez, regardez !» Il n'y avait absolument rien de remarquable à voir. Devant la fenêtre se dressait la cime feuillue d'un frêne. Et puis c'étaient les fenêtres, encore fermées, des bâtiments d'en face, le toit et au-dessus le ciel matinal un peu lourd et poussiéreux, comme avant un orage, mais rien de plus que cela. « Eh bien, qu'y a-t-il, ma chère enfant ? Qu'est-ce que vous voyez ?»« Mais regardez, regardez donc ! Et maintenant, écoutez ceci !» Un grondement vague, lointain, se fit entendre, comme le roulement d'un camion, si vague qu'on aurait pu le prendre pour une simple illusion de l'oreille. Mais la jeune femme s'était bouché les oreilles des deux mains, et son visage était devenu un masque blanc de terreur, avec d'énormes yeux effarés. La garde l'embrassa tendrement d'un geste maternel. « Ma chère enfant, lui dit-elle, vous êtes un peu énervée. Cela n'est rien qu'un petit grondement de tonnerre, produit par la chaleur. Je vous en prie, ne vous agitez pas. » Elle sentit le corps de la jeune femme trembler convulsivement, sous ses mains, mais elle put sans résistance la réinstaller au fond du fauteuil. « Les lumières, sanglotait ma belle. « Et vous allez me promettre de vous calmer, n'est-ce pas ?» Elle promit d'un signe de tête, et la garde se dirigea vers un coin de la pièce, avec un bon sourire indulgent. Combien de fois déjà elle avait assisté à des scènes analogues. Dès l'instant suivant, toute la chambre fut ensoleillée d'une exquise lumière. Mais la garde, en se retournant, vit que ma belle avait rapproché son fauteuil de la fenêtre, et les mains tordues recommençaient à considérer le ciel par-dessus les toits. « Ma chère enfant, lui dit-elle, vous êtes au bout de vos nerfs. Voulez-vous que je ferme les volets ?» Ma belle leva les yeux sur elle. Oui, certes, la lumière l'avait sensiblement rassurée. Son visage restait toujours blême et égaré, mais ses yeux reprenaient une expression plus tranquille. « Sœur Jeanne, dit-elle d'une voix défaillante, je vous en prie, regardez encore et dites-moi si vous ne voyez rien. Si vous me dites qu'il n'y a rien, je croirais que c'est moi qui deviens folle. » Mais non, il n'y avait rien. Le ciel était un peu sombre, comme si une tempête se préparait, mais on distinguait tout au plus un voile de nuages et la lumière était à peine légèrement teintée de taches foncées.
C'était exactement le ciel qui précède un gros orage printanier. Et la garde le dit à Mabel, clairement, résolument. Le visage de la jeune femme se rasséréna plus encore. « Merci, sœur Jeanne. » Alors, elle se tourna vers la petite table sur laquelle la garde avait déposé ce qu'elle venait d'apporter. « Alors, s'il vous plaît, montrez-moi. » Mais la garde hésitait. « Êtes-vous sûr de n'être pas trop épouvanté, mon enfant ? Voulez-vous prendre quelque chose ? » « Non, je ne veux plus rien d'autre, » dit nettement Mabel. « Montrez-moi, je vous prie. » La sœur Jeanne s'approcha de la table. Ce qu'elle y avait déposé était une cassette de métal blanc, délicatement peinte de fleurs, d'où émergeait un tube blanc, flexible, avec une large embouchure accompagnée de 2 griffes d'acier, tandis que sur l'un des côtés de la cassette était fixée une poignée en porcelaine. « Eh bien, ma chérie, » commença doucement la garde, tout en épiant la façon dont les yeux de Mabel se tournaient sans cesse vers la fenêtre. « Eh bien, vous allez vous asseoir là, comme vous êtes à présent. La tête un peu en arrière, s'il vous plaît. Quand vous serez prête, vous mettrez cette embouchure contre vos lèvres et vous attacherez ces 2 ressorts derrière votre tête, comme ceci, tenez. Cela s'adapte très simplement. Et puis, vous tournerez cette poignée dans ce sens-là. Et voilà tout. » Mabel fit signe qu'elle comprenait. Elle avait entièrement reconquis son empire sur soi et avait pu écouter très attentivement, bien que sans cesse encore, malgré elle, ses yeux se détournassent du côté de la fenêtre. « Voilà tout, » répéta-t-elle. « Je comprends parfaitement. Et ensuite ?» La garde la dévisagea un moment d'un regard inquiet. « Ensuite, il n'y a plus rien. Respirez tout naturellement. Vous vous sentirez prise de sommeil presque aussitôt, alors vous fermerez les yeux, et voilà tout. » Mabel reposa le tube sur la table et se releva. Elle était tout à fait redevenue elle-même. « Embrassez-moi, sœur Jeanne, » dit-elle. Sur le seuil, la garde se retourna et lui sourit une fois encore. Mais Mabel s'en aperçut à peine. De nouveau maintenant, elle n'avait plus d'attention que pour la fenêtre. « Je reviendrai dans une demi-heure, » dit doucement sœur Jeanne. « Rien ne presse, rien absolument. Le tout ne prend pas même 5 minutes. Adieu, ma bien chère enfant. » Mais Mabel continuait à regarder au dehors, par la fenêtre, et la laissa sortir sans lui répondre. Mabel attendit que la porte se fût refermée et que la garde en eût enlevé la clé. Après quoi, une fois de plus, elle revint à la fenêtre et en saisit convulsivement la barre d'appui. De l'endroit où elle se tenait, elle apercevait d'abord la petite cour, au-dessous, avec ses quelques arbres, vivement éclairés par l'éblouissante lumière électrique qui jaillissait maintenant de la chambre. Et, en second lieu, par-dessus les toits, une immense et terrible étendue de noir, à peine teintée de roux. Et le contraste de ces 2 spectacles avait quelque chose d'effrayant. C'était comme si la terre fût encore capable de lumière, alors que déjà le ciel se serait éteint. Mabel eut aussi la sensation d'un silence et d'un calme extraordinaire. La maison habituellement était assez tranquille à cette heure matinale, ses hôtes n'ayant guère l'humeur à faire beaucoup de bruit ni de mouvement, mais ce matin-là, c'était plus que de la tranquillité. C'était un silence de mort, un de ces moments d'arrêt général qui précèdent l'éclat soudain des tempêtes du ciel. Et voici que les instants passaient, sans que se produisît un éclat de ce genre. Une seconde fois seulement, Mabel entendit retentir un roulement solennel, comme si un énorme wagon avait traversé une rue lointaine. Et il sembla à la jeune femme, très nettement, qu'à ce bruit de roues se mêlait un murmure de voix innombrables, criant, chantant et applaudissant. Après quoi, de nouveau, ce fut comme si le monde s'était tapissé de ouates, un silence, une immobilité extraordinaire. Et Mabel, à présent, commençait à comprendre. L'obscurité, les bruits n'étaient point pour tous les yeux et toutes les oreilles. La garde n'avait vu ni entendu rien d'anormal, et sans doute le reste du monde ne voyait ni n'entendait rien de tel. Pour eux, cela signifiait tout au plus l'approche possible d'un orage. Mabel, cependant, n'essaya pas de faire la distinction entre la part subjective et la part objective dans ce qu'elle sentait. Elle ne se demanda pas si ce qu'elle voyait et entendait était engendré par son cerveau ou bien perçu au moyen d'une faculté inconnue jusqu'alors. Elle eut simplement l'impression d'être déjà séparée du monde qu'elle habitait la veille encore,
Ce monde s'écartait d'elle, ou plutôt changeait en elle, passait à un autre mode d'existence. De telle sorte que l'étrangeté de ces ténèbres et de ce silence ne la surprit pas beaucoup plus que celle, par exemple, de la petite boîte peinte qu'elle voyait déposée sur la table. Et tout à coup, sachant à peine ce qu'elle disait, les yeux fixés profondément sur l'obscurité sinistre du ciel, elle se mit à parler. « Ô Dieu, dit-elle, si vraiment vous êtes là, si vraiment vous existez. » Sa voix fléchit, et elle dut se retenir à l'appui de la fenêtre pour ne point tomber. Elle se demanda vaguement pourquoi elle parlait ainsi, car ces mots lui étaient venus brusquement, sans qu'elle se fût rendue compte des motifs qui le lui dictaient. Et elle reprit. « Ô Dieu, je sais que vous n'êtes point là. Je sais bien que vous n'existez pas. Mais si vous existiez, je sais aussi ce que je vous dirais. Je vous dirais combien je suis fatiguée et embarrassée. Mais non, tout cela je n'aurais pas besoin de vous le dire, car vous le sauriez d'avance. Je vous dirai donc seulement que je regrette beaucoup tout cela, beaucoup, de tout mon cœur. Et puis, mon Dieu, je vous dirai de veiller sur mon cher Olivier, mais cela va de soi. Et puis aussi, sur tous vos pauvres chrétiens. Oh, ils vont avoir tant à souffrir. Et vous, mon Dieu, n'est-ce pas, vous m'entendriez et vous me comprendriez. » Une fois de plus, le roulement colossal et les basses gigantesques d'une myriade de voix qui semblaient s'être un peu rapprochées. Ma belle avait toujours détesté les orages, comme aussi les foules bruyantes. Les uns et les autres lui donnaient la migraine. « Allons, dit-elle, adieu, adieu à tout. » Puis, elle s'assit dans le fauteuil. L'embouchure. Oui. Voilà. Elle était ennuyée du tremblement de ses mains. 2 fois, le ressort glissa sur les boucles de ses cheveux. Enfin, toutes les pièces furent fixées en place. Et aussitôt, comme si un peu d'air l'avait ravivée, tous ses sens lui revinrent. Elle découvrit qu'elle pouvait respirer le plus facilement du monde. Son souffle n'éprouvait aucune résistance. Quel soulagement de penser qu'il n'y aurait pas à craindre de suffocation. Elle étendit la main gauche et toucha la poignée mobile. La fraîcheur métallique lui rappela, par contraste, l'atroce et tout à fait insupportable chaleur qui remplissait la chambre, de minute en minute. Cette chaleur l'accablait à tel point qu'elle pouvait entendre le battement de son pouls dans ses tempes. De nouveau, elle lâcha la poignée pour pouvoir, de ses 2 mains, rejeter le mantelet blanc qu'elle avait mis sur ses épaules au sortir du lit. Oui, maintenant, elle se sentait un peu plus à l'aise, elle respirait mieux ainsi. De nouveau, ses doigts cherchèrent à tâtons et finirent par trouver la poignée. Mais la sueur goûtait de ses doigts et plusieurs secondes passèrent avant qu'elle pût tourner le bouton. Et puis, celui-ci céda brusquement. Aussitôt, un doux parfum, plein de langueur, l'envahit, corps et âme, et s'abattit sur elle comme un coup, car elle sut tout de suite que c'était le parfum de la mort. Puis, la ferme volonté qui l'avait conduite jusque-là s'affirma de nouveau, et elle posa ses mains sur ses genoux, tranquillement, tout en faisant des aspirations profondes et aisées. Elle avait fermé les yeux au moment de tourner le bouton, mais maintenant elle les rouvrit, curieuse d'observer l'aspect du monde disparaissant. Elle s'était promis de faire cela dès le premier jour. Ainsi, du moins, elle ne perdrait aucun détail de cette unique et suprême expérience. Or, il lui sembla d'abord que rien ne changeait. C'était toujours, en face d'elle, la cime feuillue du frêne et le toit de plomb. Au-dessus, c'était toujours l'épouvantable ciel noir. Elle nota même un pigeon qui, tout blanc contre le noir du ciel, prit son essor, traversa le cadre de la fenêtre et disparut dès l'instant suivant. Et puis, peu à peu, des choses arrivèrent, des choses comme celle-ci. Elle éprouva une sensation soudaine de légèreté extatique dans tous ses membres. Elle essaya de soulever une main et découvrit qu'elle ne le pouvait plus. Sa main n'était plus à elle.
Elle essaya d'abaisser ses yeux de cette tranche roussâtre de ténèbres et s'aperçut que cela également lui était impossible. Alors, elle comprit que sa volonté déjà avait perdu contact avec son corps et que le monde qu'elle avait voulu fuir s'était éloigné d'elle déjà infiniment. Et cela était bien ce qu'elle avait espéré. Mais ce qui continuait à l'étonner étrangement, c'était que son esprit resta toujours encore actif. Il est vrai que le monde qu'elle avait connu s'était désormais soustrait du domaine de sa conscience, comme l'avait fait son corps. Sauf toutefois pour ce qui était du sens de l'ouïe, qui avait conservé une acuité singulière, mais elle gardait assez de mémoire pour se rendre pleinement compte qu'un tel monde existait, qu'il y avait dans ce monde d'autres personnes, et que ces personnes allaient à leurs occupations, ne sachant rien de ce qui venait d'arriver. L'esprit de Mabel continuait à se rendre compte de tout cela. Seuls les visages, les noms, les détails des lieux avaient disparu. En effet, elle avait une conscience de soi différente de celle qu'elle avait eue auparavant, toutes différentes, mais certes non moins nette et non moins profonde. Il lui semblait qu'elle venait, enfin, de pénétrer dans le fond de son être qui, jusqu'alors, ne lui était apparu que comme du dehors, à travers des portes de verre opaque. Et cela lui semblait très nouveau, mais aussi très familier. Elle avait l'impression d'être parvenue à un centre dont elle avait parcouru la circonférence durant toute sa vie. Au même instant, elle découvrit et comprit que son sens de l'ouïe, à son tour, venait de mourir. Et puis, une chose surprenante arriva, mais il lui sembla que toujours elle avait su que cette chose arriverait, bien que jamais son esprit n'en eût articulé et défini l'idée. Et ce qui arriva, ce fut ceci. Les barrières qui entouraient son âme tombèrent, avec un grand fracas, et elle se sentit entourée d'un espace sans limite, à la fois infini et vivant. Cet espace était vivant comme l'est un corps qui respire et se meut. Il était un, et cependant multiple, immatériel, et cependant absolument réel, réel d'une réalité que jamais elle n'avait même soupçonnée. Et pourtant, tout cela encore, pour Mabel, était familier comme un lieu bien souvent visité dans des rêves. Et alors, tout à coup, quelque chose qui était à la fois lumière et son, quelque chose qu'elle sut immédiatement être unique, franchit cet espace. Et alors, elle vit et elle comprit. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.